Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de notre Expresso de Rassemblimo. Comme d'habitude, voilà, je vois que le live s'est bien lancé dans notre groupe Facebook. Faites-moi un petit coucou dans le chat si vous êtes présent avec nous. A priori, ça roule. Je vais pouvoir… Voilà, super. Allez, notre live est lancé. Hop. Allez, faites-moi un petit coucou dans le chat. Pour nous dire que vous êtes bien là, le temps que j'accueille gentiment mon invité qui, comme moi, a prévu son petit café. Elle a joué le jeu de l'expresso de Rassemblimo. Allez, faites-nous un petit coucou. Camille, merci infiniment du temps que tu t'es libéré pour cette interview. Je vois que vous êtes les premiers à vous être connectés. Voilà, Benoît est là. Estelle aussi. Salut Estelle. Cool. Allez. Camille, je vais redonner peut-être un peu de contexte sur ta présence parce que c'est la première fois qu'on accueille finalement un auteur. Et du coup, je vais redonner un peu de contexte, même si les fidèles des fidèles savent pourquoi tu es là. Juste avant l'été, dans ce format, j'ai accueilli Isabelle Larochette, qui est la présidente de la fondation I Love You. Et lorsque je lui ai demandé à la fin de notre interview de recommander un livre, elle a dit pour une fois, je ne vais pas recommander un livre business, je vais vous recommander un roman. Et puis elle dit 4 murs et un toit de Camille Ansaume. Alors c'était vraiment juste avant les vacances, donc moi tout de suite, le jour même, j'ai commandé le livre, je suis parti en vacances. À mon retour de vacances, le livre était arrivé, je l'ai dévoré en 2 jours. Et j'en ai fait une story sur Instagram pour expliquer que tous les agents immobiliers devaient lire ton livre. Tu as répondu à cette story. Et 10 jours plus tard, te voilà sur l'Expresso de Rassemblimo. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les agents immobiliers qui nous regardent? Eh bien, donc, je m'appelle Camille Ansaume, je suis multicasquette, mais j'écris. Voilà, j'écris pour différents supports. Donc, je suis auteure ou autrice, comme on veut. Oui. Oui, j'aime bien le mot oui. En fait, parce que sur le descriptif, j'ai mis auteur avec un E. Ouais, Parce que, en fait, je vais te faire une confidence, c'est que autrice, je trouve ça pas joli. Je trouve que ça fait factrice. Je trouve que ça fait pas joli. J'en ai discuté avec ma belle-sœur qui sort son livre le 15 septembre. Je lui passe un petit coucou et on parle d'autrice et je trouve ça pas joli en fait. Mais bon, moi j'ai mis auteur avec un E. Ouais, on n'est pas encore tout à fait au mot, mais effectivement, moi, j'utilise plus facilement auteur, auteur. Okay. Et je suis également rédactrice, je travaille dans la communication et je travaille aussi dans la presse. Et donc, le livre dont tu parlais tout à l'heure, 4 murs et un toit, est mon 3e roman. Ils sont tous publiés chez le même éditeur qui est Calman Levy. Ouais. Et je suis en train de travailler sur le petit 4e, le petit dernier. Le petit dernier. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Alors, elle n'est pas par hasard, cette invitation. C'est que, en fait, tiens, je redonne les petites consignes pour les gens qui nous regardent. Pensez bien dans le descriptif à cliquer sur le lien prévu à cet effet pour que je puisse afficher votre nom lorsque j'affiche vos commentaires ou vos questions. Ça nous évitera les Facebook users. Alors, je viens de voir sur mon téléphone que Facebook user, c'est Michael Bertonèche. Donc, salut Michael, merci d'être présent. Mais pensez bien à cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif. Comme ça, je peux afficher votre prénom, comme ça a été le cas tout à l'heure d'Estelle, par exemple. Alors, pourquoi la présence de Camille aujourd'hui, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que ce livre, 4 murs et un toit, et encore une fois, je vous invite fortement à le lire. Il devrait être mis entre les mains de tous les agents immobiliers, quoi qu'on en pense. Il est juste là. Voilà, il est là. Super. 4 murs et un toit. Il est ici. Il faut vraiment vous le procurer tout de suite. À la limite, vous fermez l'onglet. Enfin, vous ne le fermez pas, mais vous le réduisez pour nous écouter. Et vous allez tout de suite le commander. 4 murs et un toit. Pourquoi 4 murs et un toit? Parce que 4 murs et un toit, et Camille, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est l'histoire d'une Camille, tu nous diras si c'est vraiment toi, mais voilà, d'une Camille en tout cas, qui, alors que ses parents ont décidé de mettre en vente la maison familiale, si j'ai bien compris, pour partir en retraite au bord de la mer, décide de retourner quelques jours dans la maison de son enfance, de son adolescence, pour y faire un dernier adieu. Et puis là, reviennent un petit peu, voilà, beaucoup de souvenirs. On suit en fait en parallèle à la fois Camille, qui a 33 ans, qui est dans la maison et qui passe ses 3 jours dans cette maison-là, et en parallèle, pièce par pièce, les souvenirs liés à chacune de ces pièces depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça a beaucoup de sens pour un agent immobilier? Pour la bonne et simple raison, c'est que je vous parle constamment de la valeur sentimentale, affective, psychologique d'un logement pour un vendeur, et que ce livre le décrit parfaitement. Alors, il le décrit, on rigole,
on pleure parce que ce sont des choses qui se passent dans un logement. On y rigole, on y pleure, il s'y passe plein de choses. Et cette prise de conscience que tous les vendeurs qui aujourd'hui mettent un bien à la vente passent par ça, finalement, d'une certaine manière, par un certain nombre de deuils. Et je vous les redonne, promis, je donne la parole à Camille, juste pour redonner le contexte. Les 4 deuils des propriétaires vendeurs dont je vous parle, ou essentiellement les 3 deuils dont je vous parle régulièrement, c'est le deuil de ses souvenirs, le deuil de ses habitudes et le deuil des relations interpersonnelles liées à ce logement. Et Camille le décrit très bien dans le livre, le deuil de ses souvenirs, hein, c'est le sujet finalement central de ce livre, le deuil d'un certain nombre d'habitudes, puisque Camille parle aussi des habitudes qu'il y avait dans cette maison, etc., et dont il faut faire le deuil, notamment via l'anecdote à un moment donné d'une boîte aux lettres qui n'est plus tout à fait à la place à laquelle elle était auparavant. On voit bien qu'on est des êtres d'habitude. Et puis les relations interpersonnelles louées dans un logement, Camille parle de voisins, etc., et finalement tout un corpus de personnes qui ont gravité autour de cette maison et dont il faut parfois faire le deuil. Et lorsque vous remettez un avis de valeur à un vendeur et que le vendeur vous estime que sa maison vaut plus que le prix marché, et bien très souvent, le delta réside dans ces 3 deuils dont je vous parle régulièrement. Je ne vais pas refaire tout ça, vous avez vu plusieurs lives à ce sujet. Et ces deuils sont très, très bien décrits par Camille. Camille, est-ce que ces deuils dont je viens de te parler, à la fois le deuil de ses souvenirs, moi je me souviens exactement quand on a vendu notre appartement avec ma femme il y a 2 ans, quand j'ai claqué la porte pour la dernière fois, une fois l'appartement vide, j'ai revu l'endroit où on avait posé le couffin de mon fils au retour de la maternité, tu vois. Je me souviens très bien, le chat était venu tourner autour du… Et ça, c'est des choses, tu vois, vraiment, au moment où j'ai claqué la porte, c'est le truc qui m'est revenu, tu vois. Mais c'était là, à 2 mètres de la porte, on l'a posé, le chat est venu rôder en se disant, c'est quoi ce bordel? Et ça, voilà, ce sont des choses qui marquent et que tu décris très bien dans le livre. Et puis c'est vrai que comme tu l'as expérimenté en quittant l'appartement, les souvenirs reviennent vraiment de façon très, très aléatoire. Pas forcément c'est pas forcément les événements les plus, ce qu'on a vécu sur le moment comme étant les plus importants qui reviennent. C'est une succession de sensations, d'émotions qui sont vraiment, qui envahissent au moment où on quitte un endroit. Et après, de toute façon, je pense que ça dépend des gens, mais que globalement, on est tous assez, comment dire, mal à l'aise avec cette notion de temps qui passe. On est tous assez nostalgiques, on a tous du mal à tourner des pages et quitter des maisons. Je trouve que c'est les pages qu'on tourne le plus, enfin, c'est les pages les plus difficiles à tourner. C'est toujours on dit au revoir à des époques. On parle toujours de l'époque de la rue machin. Quand on essaie de situer un événement, quand on parle en famille, qu'on essaie de resituer un événement, voilà, on rattache ça à une maison. On ne dit pas forcément c'était en 84 ou en 93. On dit c'était l'époque de la rue machin. Et tu as tout à fait bien résumé la démarche que j'ai eue pour écrire ce livre. J'ai voulu, je sentais que quelque chose n'était pas réglé avec cette maison qu'on était sur le point de quitter. Et je me suis dit, il faut absolument que j'y retourne toute seule pour laisser justement tous ces souvenirs affluer, avec l'impression qu'une fois que j'aurais laissé la place à tout ça, peut-être que je pourrais dire au revoir plus sereinement. Et quand tu parlais aussi des acheteurs, moi, la démarche de ce livre-là, c'était aussi de faire une visite pièce par pièce en mettant à la place des futurs acheteurs que je ne connaissais évidemment pas, mais que je détestais d'avance, puisqu'ils allaient quand même vivre chez moi. Enfin, c'est pas rien. Donc, c'est vrai que je te rejoins complètement sur l'aspect très affectif de la démarche, où l'acheteur, pour un vendeur, même si c'est une décision de quitter une maison, etc., il est quand même vu comme quelqu'un d'un peu hostile. Enfin, c'est à la fois, c'est grâce à lui qu'on arrivera à mener nos projets, et en même temps, c'est à cause de lui qu'on tournera définitivement cette page-là. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et qui va finalement pénétrer dans une forme d'intimité, en fait. On a l'impression que c'est lui qui vient pénétrer une intimité historique dans cette maison. Il vient dans tes souvenirs, en fait. Le mec, il vient dans tes souvenirs. Hein. Et il vient, et puis en plus, moi, j'imaginais toujours que cet acheteur allait arriver très comme en terrain conquis. Et j'avais envie de lui dire, mais détends-toi, enfin, t'es chez moi, t'es dans ma tête, t'es dans mon passé. Il faut que tu te tiennes correctement. Il y avait vraiment un côté comme ça. Hein. Il y a un truc que tu décris très bien dans le livre qui m'a fait rire pour l'avoir vécu cet été en Normandie dans la maison de famille de ma femme, c'est l'acheteur qui va arriver et qui va même plus appeler les pièces de la même manière que vous les appelez. Donc, on a tous ce truc où on donne des noms à des pièces, on ne sait pas d'où ça vient. Alors là, mais là, j'ai éclaté de rire dans le livre parce que dans la maison de famille, une ancienne ferme dont a hérité ma belle-mère, donc on passe tous les étés là-bas, il y a beaucoup de boulot à faire. Et alors, sur la dimension affective, une ferme qui a 100 ou 120 ans, qui a passé 3 ou 4 générations, je te laisse imaginer le bordel. Et cette notion de pièce, ça me fait mourir de rire parce qu'il y a 2 pièces dans cette maison
personne l'appelle, il y a buanderie, cave, on ne sait pas, il y en a qui disent cave pour la buanderie, d'autres qui disent buanderie pour la cave, et tu en parles aussi dans ton livre. Il y a une autre pièce qu'on appelle la salle, alors je me dis toujours, mais c'est la salle à quoi? Parce qu'on dit c'est la salle, mais la salle à faire quoi? Et donc on a tous ces petites habitudes sur des noms de pièces, et les gens débarquent dans cette maison et ils disent buanderie pour la cave, et ils se font engueuler, parce que c'est pas comme ça qu'on appelle, et tu le décris très bien dans le livre, sur le fait qu'un acheteur, lui, va de nouveau s'approprier autrement la maison, en fait. C'est ça, mais une maison, c'est une période, c'est aussi un langage. Il y a la chambre jaune, il y a énormément de choses qui sont liées à la façon qu'on a eu d'investir le lieu. D'ailleurs, je pense que, alors moi en l'occurrence, c'était une maison dans laquelle on avait vécu pendant 28 ans, mais pour en avoir parlé beaucoup avec des amis et des proches, je pense qu'on peut très bien avoir ce genre d'émotions très fortes aussi pour des biens dans lesquels on a vécu 2 ans. En fait, il suffit que ça corresponde à un changement de vie, à une période particulière. Je sais pas, j'imagine un couple qui se sépare, une femme qui se réinstalle quelque part dans un nouvel appartement. Évidemment que les 2 années qu'elle va passer dans cet appartement-là vont être charnières. Donc c'est pas forcément lié à la durée, c'est lié à l'émotion qu'on va garder de cette période. Dans mon cas, c'était carrément un melting pot, puisque j'ai été enfant, j'ai été adolescente. On est 4 enfants, on a tous commencé à partir faire des études, puis à partir, donc à cette époque-là où tu rentres le week-end et puis tu retrouves ta chambre, puis tu te fais laver ton linge, et puis après tu pars t'installer, et puis cette fois tu rentres, puis tu n'as plus ta chambre, c'est devenu une chambre d'amis. Et tout ça, en fait, tu évolues aussi avec cette maison. Elle continue à grandir avec toi, à vieillir avec toi, même si tu la quittes, même si tu vas t'installer ailleurs. Il reste quand même une espèce de lien, un peu comme une grand-mère, ce que je dis dans le livre. Je trouve que c'est un peu comme une grand-mère à qui tu ne donnes pas forcément de nouvelles très régulièrement, mais qui fait complètement partie de toi et réciproquement. Ouais, c'est intéressant ce que tu décris, notamment dans la dimension succession, parce que c'est une situation dans laquelle on intervient régulièrement en tant qu'agent immobilier, dans le cadre d'une succession. Et où on se dit, on se retrouve face à des enfants qui ont peut-être plus vécu là depuis 30 ans et qui pour autant, voilà, encore une fois, sont attachés au truc, on peut rien faire, personne n'est d'accord. Et nous, on a un peu le rôle de psy au milieu de tout ça, parce que bien évidemment, il y a le deuil, et pour le coup, le vrai deuil, entre guillemets, mais aussi les relations qui peuvent se nouer entre frères et sœurs, etc. Certains étant plus attachés que d'autres à la maison. Oui. Tout le monde n'a pas le même vécu et le même souvenir dans cette maison. Certes, quand 4 enfants peuvent avoir 4 typologies de souvenirs différents, heureux ou moins heureux, et ça influe sur, encore une fois, des dimensions qui, nous, dans notre cas, sont plus commerciales. Exactement, ouais. Tu parlais également de... C'était intéressant, cette dimension de transition. Moi, je considère que la mission d'un agent immobilier, c'est de guider des transitions de vie. Et tu parles justement de ces transitions en disant que toi, dans ton cas, c'était 28 ans, mais que ça aurait pu être 18 mois ou 2 ans, parce que ces logements sont rattachés à des portions de vie plus ou moins intenses. Et on le sait, lorsqu'on intervient en tant que conseiller immobilier, c'est pas compliqué. C'est j'achète pour la première fois, je m'installe avec ma copine ou mon chéri pour la première fois. J'ai, comme ça a été mon cas, besoin d'un 3 pièces parce que je viens d'avoir un premier enfant. Puis j'ai besoin d'un 4 pièces parce que je viens d'en avoir un deuxième. Donc, mais c'est peut-être je me sépare, c'est peut-être j'enterre ma grand-mère, mon père, mon frère, ma soeur. C'est toujours des transitions de vie que nous, en tant que conseiller immobilier, on doit guider du mieux possible dans des dimensions qui sont des dimensions concrètes, mais aussi dans des dimensions affectives ou psychologiques. Oui, alors moi, je sais pas, j'avais cette image en tête en pensant à notre rendez-vous de ce matin. Je me disais qu'en fait, quand un agent fait visiter un bien à des potentiels acquéreurs, il y a d'un côté le vendeur qui est tourné vers le passé. Il est en train de se rendre compte de tout ce qu'il s'apprête à quitter, à perdre, j'allais dire, mais oui, c'est quand même quelque part, c'est perdre. Donc il est vraiment dans le passé. L'acquéreur, lui, est complètement dans le futur, puisqu'il est dans un projet, il est dans des projections d'ailleurs parfois un peu fantasmées, enfin il ne sait pas. Et en fait, pour moi, l'agent immobilier, c'est celui qui est dans le présent, c'est celui qui doit faire le lien entre le passé de l'un, le futur de l'autre. Et lui, il est dans le présent, il accompagne un changement qui a lieu actuellement, comme tu disais, l'arrivée d'un nouvel enfant, un emménagement, une séparation. Et je trouve que c'est vraiment comme ça que je le vois, comme un trait d'union entre le passé et le futur. Et lui, il est là, il est en place, il est dans la réalité des choses, il n'est pas... Alors, il est coincé entre plein d'émotions, entre la nostalgie peut-être des vendeurs, entre l'espoir des acquéreurs, leur peur, etc. Mais lui, il doit quand même, et ça, je vous tire mon chapeau parce que ça ne doit pas être évident, surtout quand on est un peu éponge, mais il doit quand même à la fois dealer avec toutes ces émotions et en même temps, lui, ne pas être dans l'émotion, être dans le factuel, le présent. Ouais, c'est un grand écart permanent parce que, en fait, les conseillers immobiliers qui réussissent le mieux dans ce métier sont ceux qui savent faire preuve aussi d'une forme d'empathie. Je rappelle que dans la plupart des cas, vous êtes mandaté par vos vendeurs. On est d'abord là pour défendre l'intérêt du vendeur qui nous confie la vente de son bien. Donc, ça demande effectivement de faire preuve d'une grande empathie. Encore une fois, c'est aussi pour ça, je n'ai pas peur de le dire, que les femmes
dans ce métier, statistiquement, réussissent mieux. Alors, elles sont moins nombreuses, mais elles réussissent proportionnellement mieux en termes de performance parce que cette dimension d'empathie, cette dimension d'écoute, tu parlais d'éponge, c'est aussi leur difficulté. Je le vois en coaching, hein, c'est à la fois la qualité et leur défaut. Hein, donc, sa capacité à créer du lien avec le vendeur qui, effectivement, est dans cette transition-là. Et en même temps, parfois, la difficulté d'avoir un discours qui, là, d'un coup, devient un discours beaucoup plus expert, pro, etc., pour savoir dire non à un vendeur, savoir poser des conditions de vente, etc. Parce que, justement, nous, on est, comme tu le dis, dans le réel, dans le concret, dans la matière. Et c'est aussi pour ça qu'on accompagne un vendeur. Je vous le dis souvent en tant que conseiller immobilier, c'est que c'est parce que vous n'avez pas cette dimension affective-là que vous êtes le meilleur allié de votre vendeur qui, lui, pourrait faire connerie sur connerie s'il décidait de vendre par lui-même parce que, justement, pas de feedback de la part d'un acheteur, on ne sait pas ce que les acheteurs pensent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas, est-ce que je dois baisser mon prix, est-ce que je dois faire des travaux, et d'être justement trop dans cette dimension affective, c'est notre valeur ajoutée en tant que professionnel de l'immobilier, de venir mettre du rationnel tout en comprenant l'irrationnel du vendeur. Et c'est là aussi où on a parfois notre difficulté, c'est qu'on doit impérativement savoir à la fois comprendre notre vendeur et venir mettre du rationnel dans tout ça. Oui, je me souviens d'une discussion avec mes parents où ils avaient fixé un prix qui était trop élevé selon le point de vue de l'agent. Mes parents disaient non, mais il ne se rend pas compte. Et je leur disais bah non, il ne se rend pas compte de ce que vous avez vécu, mais justement, c'est son rôle de ne pas s'en rendre compte parce que le futur acquéreur n'a pas à payer pour les bons moments qu'on a vécu dans cette maison, en fait. Exactement. Et puis, encore une fois, hier, je crois, en coaching, j'étais avec les membres de mon programme de coaching et on me racontait l'anecdote du coup encore une fois, voilà, un vendeur qui prend grand soin de sa maison, etc., etc., et un acheteur qui arrive et qui trouve que rien ne va, quoi. Alors que le gars, il passe son temps à faire ses petits travaux, rénover comme il a envie, faire joli comme il veut, etc., etc., et qui est hyper vexé de s'entendre dire qu'un acquéreur, lui, tel ou tel truc, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas, et qu'il va faire des travaux. Comment ça, il va faire des travaux? La maison, elle est nickel, je comprends pas, etc. Bah oui. Et même dans la visite, quand je vous dis de ne surtout pas laisser faire les visites par vos vendeurs, je me souviens encore une fois de ma femme quand on a vendu, les acquéreurs visitaient avec l'agent immobilier, etc. Et puis elle me disait, bon, il leur a dit qu'on a changé les radiateurs. J'étais là, mais on s'en fout en fait. Si c'est important pour l'acquéreur et qu'il pose la question, il aura sa réponse. Mais c'est pas parce que toi, tu es contente parce qu'on a changé les radiateurs il y a 6 mois qu'il faut impérativement leur bassiner dans la tête que les radiateurs sont neufs. Parce que peut-être même que ça leur convient pas en fait ces radiateurs-là et qu'ils vont faire autre chose. Donc, il faut vraiment faire attention à cette implication parfois du vendeur dans la transaction qui peut être assez dangereuse. Je vois qu'on a un commentaire très intéressant d'Estelle. Vas-y Camille, je te laisse répondre. Excuse-moi, parce qu'en fait, je précise pour ceux qui nous suivent, parfois j'ai des petites coupures et donc j'ai tendance à te couper la parole, ce que je déteste faire, mais c'est parce qu'il y a parfois des petits moments où ça bug un peu. Mais j'ai souvenir d'une des visites. En fait, c'est une maison qui était quand même très bien entretenue. Tu vois, les travaux étaient faits. Enfin, il y avait des travaux régulièrement qui avaient été faits, etc. En toute objectivité, évidemment. Et un jour, il y avait juste la salle de bain qui était restée un peu dans son jus, comme on dit. Bon, mais ça allait bien, tu vois, mais elle était un peu dans son jus. Et je me rappelle d'acquéreurs qui arrivent et qui disent ah ouais, elle est un peu vieillotte. Et je me souviens d'avoir été vexée. C'est comme si on m'avait dit que ma mère était un peu vieillotte, quoi. J'étais là, mais non, elle n'est pas vieillotte. Elle est juste, elle est très bien comme ça. Elle a du charme. En fait, je pense aussi que ce qui, pour des vendeurs, ce qu'ils appellent du charme, en fait, ce sont des défauts pour des vendeurs, pour des acquéreurs, pardon. On a un commentaire d'Estelle. Alors, je vais te donner dans son intégralité. Je n'ai jamais voulu rencontrer les acquéreurs de la première maison que j'ai vendue. Impossible de faire face à ceux qui allaient s'approprier ma maison. Cette expérience reste dans un coin de ma tête et de mon cœur durant les visites et les négociations, histoire de heurter le moins possible la sensibilité des propriétaires, suivant leur possible attachement à ce bien qui bientôt ne sera plus le leur. Donc Estelle qui partage également un petit peu cette dimension-là. Ouais. Et c'est intéressant parce que donc Estelle, a priori, a gardé ça et l'utilise, etc. Et elle dit qu'elle prend soin finalement de faire attention à tout ça. Et encore une fois, j'insiste, c'est les deux facettes d'une même pièce. Ça, c'est super. Et à côté de ça, on est là aussi, et c'est rendre service au vendeur à un moment donné de lui dire « Eh oh, on se réveille, le marché c'est ça, la concurrence face à ce bien, c'est ce bien-là, la maison d'en face, elle est à la vente à ce prix-là, les acheteurs qui n'ont pas voulu acheter votre maison, ils ont acheté une autre maison parce qu'elle était plus comme ci, moins comme ça, etc. » Donc oui, comprendre, mais aussi venir rajouter toute notre expertise et tout notre professionnalisme. Et c'est justement parce que vous comprenez que vous êtes écouté. Quand je vous dis que dans votre remise d'avis de valeur ou votre remise d'estimation, il faut que vous ayez cette approche psychologique des choses, c'est aussi parce que c'est le meilleur moyen pour vous de faire accepter une éventuelle baisse de prix demain. Si vous montrez à votre vendeur que vous le comprenez aujourd'hui,
vous en faites votre allié demain lorsqu'il faudra peut-être baisser le prix, accepter une offre d'achat, etc. Parce que vous lui aurez montré que vous le comprenez, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Ça, c'est hyper important. Camille, d'ailleurs, l'histoire ne le dit pas, mais cette maison, du coup, elle a été Bah, vendue, bien vendue. Comment ça s'est oui. passé? Ouais. Non, elle a été vendue et en fait, ce qui est marrant, c'est on était très proches de nos voisins à Okay. l'époque dont je parle dans le livre et on est encore très proches d'eux. Et donc on va encore régulièrement chez eux, donc on passe vraiment, c'est dans une petite allée, on passe encore dans l'allée et je sais pas, c'est vraiment très très particulier. Mes parents ont été invités une fois à dîner chez les nouveaux acquéreurs, Ouais. donc qui les ont reçus chez eux. Ils n'ont pas très bien vécu la chose. Ils y sont allés un peu par curiosité parce que ça les amusait. Et en même temps, comme c'était Estelle, je crois, Ouais. qui disait, voilà, je suis pas sûre au fond que ça soit une très bonne idée. Je sais pas si les gens qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans, mais moi je rêve très souvent enfin, je retourne très souvent en rêve dans mes anciennes maisons. Okay. Mais je pense qu'il faut que ça reste un peu de l'ordre du rêve justement parce que ça sert à rien de se faire du mal. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Annie Ernaux qui parle beaucoup des maisons, d'enfants, etc. Et qui dit que c'est la pire idée. Il faut que ça reste. Retourner dans une maison qu'on a quittée, que ça soit tentant, j'entends, mais concrétiser ça, je suis pas sûre que ça soit. C'est très violent, quoi. Ça serait comme retourner dans le passé et puis dire je viens juste vous voir vite fait, mais je repars dans 2 minutes. Voilà, je pense. C'est comme retourner voir un ex? Et c'est un peu comme retourner voir un ex. Et d'ailleurs, quitter une maison, c'est un peu comme quitter un mec qu'on aime encore. Et en plus, le présenter à quelqu'un et lui dire tu vas voir, il est génial. Il y a C'est quand même bien. un truc un petit peu particulier. Et puis, je trouve que le parallèle avec l'amour est assez infini parce qu'il y a aussi, quand on aime une maison, c'est comme quand on aime un homme, on la voit pas de façon très objective. Il me semble, mais ça, je ne suis pas experte et tu me diras ce que tu en penses, mais il me semble qu'en tant que vendeur, on a une vision très globale de la maison, alors que l'acquéreur a une vision beaucoup plus fragmentée, ce qui est bien normal. Lui, il voit le nombre de pièces, il voit la superficie. Nous, on voit une époque, en fait. En tant que vendeur, on voit, donc on voit pas des détails. Et c'est un peu comme en amour. Quand on aime, on détaille pas la personne centimètre carré par centimètre carré de peau. On voit quelqu'un, on voit un tempérament, on voit des souvenirs, on voit tout ça. Donc, je trouve que le parallèle avec l'amour est assez juste, en fait. Et surtout que l'acquéreur, le moindre défaut, lui, c'est 10 000 euros dans sa tête, quoi. C'est tout de suite Exactement. ouais, la salle de bain, bon là c'est 10 000, la cuisine, oh là là, ça c'est 10 000. Et du coup, pour le vendeur, c'est pas toujours facile. Si vous avez des questions ou des commentaires pour Camille, n'hésitez pas. On prend bien évidemment toutes vos questions avant qu'on passe à nos 3 petites questions de la fin. Donc Camille, tu nous disais que la maison, du coup, bon, elle a été vendue. Le projet, c'était la retraite pour tes parents, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était alors bon, ils n'étaient pas tout à fait synchro tous les deux, enfin non, pas du tout même synchro, mais globalement, il y en a un des deux qui a eu le dernier mot et donc ils sont partis pour ils ont acheté un tout petit appartement près de l'ancienne maison et ils ont acheté une autre maison dans le sud qu'ils louent et dans laquelle on passe aussi de bons moments. Et d'ailleurs, dans cette maison qui, pour l'instant, m'est encore très étrangère, c'est-à-dire que je ne connais pas encore le craquement des marches, je ne connais pas encore les odeurs des pièces, je ne connais pas encore la sensation, enfin, l'atmosphère qui règne en hiver dans cette maison, mais j'essaie de me l'approprier tout doucement. Et c'est assez marrant, un peu comme dans une relation au début, de se dire bientôt tout ça me sera familier. Pour l'instant, je suis vraiment en. Finalement, c'est pas désagréable. En fait, je me dis que quitter des maisons, quitter des périodes, ça paraît toujours, c'est un crève-cœur. Et en Mmh. fait, finalement, eh ben, ça se fait, quoi. On y arrive. Et en fait, heureusement qu'on y arrive, puisque c'est quand même ce qui s'appelle vivre, voilà, avancer. Heureusement qu'on n'est pas tous restés dans la première maison qu'on a aimée, parce que ça serait pas très gai, en fait. Ouais, et puis peut-être que c'est ta fille, du coup, qui va se créer de nouveaux souvenirs dans ce nouveau logement dans le sud, etc. Et une autre histoire qui va se créer, du coup. Oui, puis je me souviens une femme qui m'avait fait une réflexion que j'avais trouvée très juste quand je lui disais à quel point c'était un crève-cœur pour moi de quitter cette maison. Elle m'avait dit, mais tu peux pas emprisonner tes parents dans ta nostalgie à toi, et ça sera à toi de la faire cette maison de famille. Et c'est vrai qu'en fait, en tant qu'enfant, moi j'ai toujours l'impression d'avoir 15 ans quand je suis avec mes parents, alors qu'en fait j'en ai que 18. Mais finalement, c'est vrai qu'à un moment, ça peut être à nous, on est 4 enfants, ça peut être à nous de reconstruire cette sensation de foyer où on peut tous se retrouver
c'est pas forcément une énorme baraque, mais on peut recréer cette émotion-là de bien sûr. famille, soit dans leur nouvelle maison, et puis c'est pas grave si c'est une nouvelle maison, c'est bien aussi, soit nous, enfin voilà, il faut pas trop, je pense, s'agripper finalement aux symboles, et les maisons sont des symboles. C'est, ça a été 3 semaines de mon été, comme tous les étés, où on s'est retrouvés, du coup, les beaux-parents, ma belle-sœur, etc. Puis il y a la maison de la tante qui est à côté. Donc, c'est le côté ferme normande, Ah, où en la vraie fait, maison de famille. sur 1 hectare, je sais pas, il y a que des cousins, tu sais. Et il y a qu'une personne qui hérite finalement de cette ferme, en l'occurrence ma belle-mère. Et du coup, encore une fois, nous, on était avec les enfants. Et les enfants, eux aussi, s'approprient différemment la maison. Ils en font un autre usage. Le jardin, ils en font plus. Voilà, c'est plus juste des rosiers arrosés, c'est un match de foot, tu vois. Alors oui, c'est sûr, ça abîme un peu les roses, oui, et il y a un peu ça demande un peu de lâcher prise aussi Et oui, sur le fait d'accepter que cette maison peut avoir un autre usage que celui qu'elle a pu avoir il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, exactement. 60 ans. On Ouais. peut vouloir garder quelque chose de tout ça, mais il faut aussi parfois savoir lâcher prise et c'est pas simple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est joli, c'est une belle. J'imagine ouais, la maison qui évolue aussi avec les générations, et ça sert à rien de vouloir refaire les choses toujours à l'identique. C'est comme quand on part deux fois au même endroit en vacances et qu'on veut faire exactement les mêmes vacances et qu'ils fassent le même temps et qu'on mange les mêmes Ouais, choses, c'est ça ne ça. marche pas en fait. Mm. Voilà, il faut lâcher prise. Il paraît que de toute façon, c'est la clé de tout. Je ne sais pas comment on fait, mais il paraît que c'est la Mm. clé de tout. Ce sera peut-être une de mes prochaines recommandations sur le livre L'art subtil de s'en foutre. Mais c'est un livre un peu anti-développement personnel. Mais voilà, l'art subtil de s'en foutre, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça peut être une bonne chose. Camille, avant que je te pose les 3 petites dernières questions rapides, on peut te retrouver sur le blog uneodeurdecafé.com. C'est ça, qui n'est pas très à jour, mais ça ne saurait tarder. Super. Donc là, on peut retrouver. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce blog du coup? Pardon, excuse-moi, ça a coupé. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce blog du coup? En fait, j'écris des petites chroniques, bon, pas quotidiennes, mais bon, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, sur vraiment tous les sujets. Je les poste sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Et Super. pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, par exemple mes vieilles tantes, mes vieux oncles, etc., je mets tout ça en ligne sur le blog. Là, j'ai un peu de retard, mais je mets tout ça en ligne sur le blog. Donc, c'est des chroniques globalement sur la vie. C'est large comme sujet, hein, mais c'est à peu près ça. J'ai vu que tu as fait des choses pendant le confinement. Oui, j'avais fait un journal de confinement qui m'a aidé à tenir le coup aussi. Non, c'était un rendez-vous très agréable. Ça permettait aussi de mettre un petit peu comment dire, de rigueur dans la journée, d'avoir un truc, un rendez-vous comme ça qui m'imposait de rythmer un petit peu mon quotidien. Super. Je vous rappelle également de mon côté que vous avez un lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez accéder à ma formation offerte, les 6 piliers du conseiller immobilier magnétique. Vous cliquez, vous accédez directement à cette formation offerte, que vous soyez en train de regarder cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube. C'est ma toute nouvelle formation offerte. Il y a 5 heures de formation où on balaye vraiment tous les sujets pour faire de vous un conseiller immobilier de référence sur son secteur. Camille, les 3 dernières petites questions, et même si on en a beaucoup parlé du coup, la première que je pose toujours, c'est quel est ton rapport à titre perso au logement? Alors ça a été un peu le sujet du coup, pour le coup cette fois de notre interview, mais c'est quoi ton rapport au logement? Parce que là on a parlé de cette maison, mais aujourd'hui tu en occupes un autre. C'est quoi Oui, ton rapport au c'est sûr que logement? si je te disais non, c'est pas très important pour moi, je serais plus non, c'est complètement essentiel pour les raisons qu'on a évoquées, pour le fait que je suis très comment dire, soucieuse du temps qui passe et que du coup je suis très attachée à l'endroit dans lequel je vis. J'ai un tempérament assez angoissé et vraiment je me rends compte de plus en plus que ma maison c'est aussi un endroit dans lequel j'ai besoin de me sentir bien. Ouais. Et il y a quelque chose que j'ai découvert récemment parce qu'en fait j'ai vécu pendant 4 ans dans une maison que je détestais pour des raisons voilà. Et vraiment c'est la première fois que je vivais dans une maison que je détestais et je me suis rendu compte encore plus à quel point c'était essentiel pour moi d'être dans un endroit que j'aime et aussi, et ça j'en avais jamais eu conscience avant, d'être dans un endroit qui me ressemble parce que alors j'adore être chez moi, etc., mais j'adore aussi recevoir et en fait je me suis rendu compte que c'était très désagréable de recevoir dans un endroit qui ne te ressemble pas du tout. Ça Je serait un comprends. peu comme passer une journée dans une tenue qui ne, enfin, c'est même pas qui ne te va pas, c'est même pas qui ne te sied pas, c'est une tenue qui ne te représente pas. Et en fait, tu as conscience de donner un message aux autres qui n'est pas le bon. Et maintenant, je sais l'importance d'avoir un lieu dans lequel on se sent bien, mais aussi un lieu qui nous ressemble, qui nous raconte. C'est marrant ce que tu partages là parce que j'invite tous les conseillers immobiliers à aller lire ou chercher sur Google
Dans un des derniers numéros du journal de l'agence, il y a un article qui est paru sur ce qu'on appelle l'effet de dotation. C'est tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, ça s'appelle l'effet de dotation. Donc, allez regarder un bel article dans le journal de l'agence sur justement cette dimension à la fois affective et rationnelle. Et il y a un certain nombre d'études qui sont citées dans cet article et où on parle effectivement aussi de ce côté prolongement de soi du logement et du fait qu'il y a une forme d'association entre le soi et la maison ou l'appartement. Et dans ces études, on en parle très très bien et c'est ce que Camille vient de partager sur le fait qu'il y a l'attachement, mais c'est aussi c'est une part de soi en fait et que c'est difficile, d'autant plus difficile. Camille, autre question rapide. Qu'est-ce que tu attends ou que tu attendrais en un mot d'un agent immobilier? C'est difficile de demander un mot à une auteure, tu sais, on aime bien aligner. Alors j'en avais plein qui me venaient quand je réfléchissais à ta question, et après cette nuit, je crois, je me suis dit, ah mais non, je sais, j'en ai un qui résume. Je pense qu'en fait, pour moi, un excellent agent immobilier, c'est un agent immobilier passionné, parce que je me dis que s'il est passionné, forcément son but va être de trouver un bien qui correspond parfaitement aux besoins de son futur acquéreur et non pas de vendre à tout prix. Et à partir du moment où il est dans cette démarche-là, forcément, il va devoir faire preuve d'empathie, d'intelligence émotionnelle, de toutes ces qualités que tu as évoquées et qui sont en fait sans doute complètement indispensables pour que la transaction se déroule. Donc, je dirais que le mot clé, ça serait quelqu'un de passionné qui fait son travail avec passion et non pas pour vendre. Blasé, quoi. Je parle souvent de cet agent immobilier désincarné, sans âme, etc., qui pratique un petit peu son métier comme une succession de tâches finalement et pas dans le sens premier qu'il a. Alors d'ailleurs, je crois que j'en ai encore jamais parlé, mais on parlera beaucoup de ce sujet-là dans mon livre qui sort à la fin du mois d'octobre, le 30 octobre, dont le titre devra sûrement être défini dans les 2 heures qui viennent, j'ai un rendez-vous. Mais on parle aussi beaucoup de ce sujet-là, de cette évolution entre l'agent immobilier d'hier, très désincarné, centré sur la réussite, centré sur l'argent, centré sur la finalité, vers cette transition, vers ce conseiller immobilier que je veux être un guide inspirant pour sa communauté. On en parlera beaucoup dans mon livre, mon premier livre qui sortira à la fin du mois d'octobre. Camille, dernière question. Est-ce que tu as un livre à recommander à tous les agents immobiliers qui nous écoutent? Alors, soit celui-là. Celui-là, c'est une évidence. Non. Moi, je sais pas, ça se trouve, il a déjà été recommandé plusieurs fois dans ton rendez-vous du mardi. C'est un livre qui s'appelle Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Attends, tu le vois pas là. Non, là, je le vois, ouais. Voilà. Et donc, on m'en a déjà parlé. Ça s'appelle Mona Chollet, tu connais? Ouais. On m'en a déjà parlé, je ne l'ai pas lu, mais on m'en a parlé, ouais. Alors, elle est journaliste et c'est un bouquin qui est absolument génial. Je vois vraiment pas comment ça peut ne pas passionner des agents immobiliers puisque il me semble que tout est dit sur les maisons, le rapport qu'on entretient à notre lieu d'habitation. C'est aussi une espèce d'ode aux casaniers. Je trouve qu'ils sont souvent mal vus, les casaniers. Et en fait, elle explique à quel point c'est bon signe de se sentir suffisamment bien chez soi pour y rester. C'est toujours bon signe, plutôt que d'avoir besoin de distraction à l'infini. Et c'est un livre très intelligent et qui se lit très vite. On peut aussi sauter des chapitres qui nous concernent moins, mais il est très fouillé. Enfin, de toute façon, tous les bouquins de cette fille sont dingues. Des enquêtes très poussées, c'est hyper précis. Ça parle aussi de pourquoi les petites filles jouent autant aux maisons de poupées. Enfin, c'est vraiment quand tu parles de valeur sentimentale des biens, on est en plein dedans. Eh bien, Mona Chollet, Chez soi. C'est ça. C'est la recommandation de Camille pour vous à commander immédiatement. Donc là, vous avez du coup 2 livres à commander. Donc le livre de Mona Chollet et bien évidemment 4 murs et un toit de Camille en Somme. Camille, merci infiniment pour ces 35-36 minutes qu'on vient de passer ensemble. C'est passé très vite. Ça va toujours très vite, toujours trop vite. En tout cas, c'était un expresso de Rassemblement qui était très, très intéressant, très sympa à vivre. Je pense que ça a été le cas aussi pour la trentaine de personnes qui étaient avec nous et pour tous ceux qui vont regarder cette interview, l'enregistrement de cette interview sur la chaîne YouTube. Donc, si vous êtes sur la chaîne YouTube, venez dans le groupe Facebook privé Rassemblement pour vivre ces interviews en live et interagir avec nos invités. Et puis, si vous êtes en train de regarder cette interview dans le groupe, venez vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines d'interviews inspirantes qui ont déjà été tournées. Camille, encore une fois, merci beaucoup pour le temps, pour le partage, pour tout ce que tu nous as donné. Merci aussi pour son gentil commentaire que je viens de voir. Alors, j'ai pas vu le nom, j'ai pas le nom moi dans le studio, mais si c'est dans le groupe Facebook. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont intervenus. Et merci. Ouais, et on
Ah oui, ouais, ça y est, j'ai vu le message de Cathy s'afficher. Cathy, qui est membre du programme de coaching. Merci beaucoup, Cathy. Camille, voilà, encore une fois, merci pour le temps accordé. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci à tous ceux qui étaient encore présents dans cet Expresso de Rassemblement. Je vous retrouve la semaine prochaine avec l'interview de… Quel est mon invité la semaine prochaine? Je ne sais plus. Les quatre prochains invités ont été trouvés. Le 15 septembre, c'est… je ne sais plus, le 22, c'est Sébastien Bigot. Le 15 septembre, alors je ne peux pas vous laisser comme ça, il faut que je regarde. Qui est mon invité de la semaine prochaine? Il va m'en vouloir en plus, c'est sûr. Il ou elle. Je crois que c'est elle en plus. Allez, laissez-moi 30 secondes. Suspense. Quel est l'invité de la semaine prochaine? C'est Olivier, je suis sûr qu'il était là, Olivier Hamou. Donc, vous retrouverez Olivier Hamou la semaine prochaine sur l'Expresso de Rassemblement. Olivier, qui est le patron du réseau Agentis en région parisienne, et avec qui on parlera du futur de notre métier, mais d'un point de vue beaucoup plus digital que d'un point de vue émotionnel. Et je pense que les deux, comme on vient de le vivre, sont intimement liés. Estelle, on conclura avec son commentaire. Merci à vous deux pour ce chouette moment. Hop. Belle journée. Belle journée à vous tous. Merci infiniment pour vos commentaires. Nathalie, merci pour cet expresso plein de saveurs, de souvenirs et d'émotions. L'immobilier, c'est aussi et surtout ça, de l'émotion. Voilà, on va rester là-dessus. Merci Camille, merci à tous. On se retrouve très très vite dans un prochain expresso de Rassemblement. Ciao, ciao.